Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui, c'est Anne de Greef. Elle est la cofondatrice de l'association belge Gaïa, une association qui milite pour la défense des animaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas bien sûr à aller sur leur site internet gaia.be. Et la première question que j'ai posée à Anne de Greef, c'est de savoir comment est née justement cette association Gaïa. En fait, c'est Michel Van den Bos et moi qui ont créé Gaïa en 1992 parce qu'on trouvait qu'il y avait plein d'associations qui s'occupaient des chiens et des chats, donc des refuges en Belgique. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune association qui s'occupait de tous les autres animaux, donc les porcs, les poules, les bovins, les animaux dans les laboratoires. Et donc, on a eu l'idée de créer une association comme Gaïa, un peu comme PETA aux États-Unis. Michel et moi, on est partis en 1991 aux États-Unis et donc on a rencontré les gens de PETA et de là est né en fait de créer une association comme PETA en Belgique qui s'occupait de tous les animaux, pas uniquement des chiens et des chats. Gaïa, est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est 4 lettres qui veulent dire quelque chose ou bien vous les avez choisies parce que c'est notre terre-mère? Oui, donc c'est la terre-mère, mais c'est aussi groupe d'action dans l'intérêt des animaux, donc en anglais, Global Action in the Interest of Animals. Vous dites un titre anglais, vous couvrez les deux parties du pays, à la fois la Flandre et la Wallonie? Oui, donc Gaïa, c'est une association nationale et donc on est actif aussi bien à Bruxelles qu'en Flandre et en Wallonie. Donc la compétence bien-être animal a été régionalisée en 2014 et donc on doit être actif dans les 3 régions en fait. Qui sont ceux qui sont le plus actifs dans la protection animale? Est-ce que c'est les Wallons ou les Flamands? Mais en fait, on a un peu plus de membres francophones, donc je dirais que c'est 60-40% à peu près. Donc les Wallons sont dans la majorité. Quels sont les objectifs un peu de votre association? En fait, les objectifs, c'est de changer les lois, donc de faire modifier les lois. Donc pour ça, on fait du lobbying auprès des politiciens dans les 3 régions, bien sûr. Maintenant, on a une Belgique à 3 vitesses, parce que le bien-être animal est une compétence régionalisée. Mais donc faire évoluer les législations. C'est un processus qui est excessivement lent. Et donc, pour ça, on travaille sur d'autres pistes aussi. Donc, sensibiliser le consommateur, le citoyen, parce que c'est pas toujours la même chose, le citoyen et le consommateur, hélas. Et, mais aussi, on va dans les écoles. Donc, on donne des conférences dans les écoles, des cours. On a 2 personnes qui sont pleines dans les écoles. Et puis, un 3e axe, c'est aussi donc de parler avec les marques, les supermarchés pour faire en sorte qu'ils changent leur politique d'achat. Parce que si, par exemple, Carrefour, Colruyt, Delhaize changent leur politique d'achat en ce qui concerne la viande de poulet, par exemple, en un seul coup, on peut améliorer la vie de millions de poulets, en fait.
On parle de poulet, on parle de porc. Les agriculteurs, quand vous les rencontrez, est-ce qu'ils vous voient comme quelqu'un d'extrémiste ou bien est-ce qu'ils sont plutôt ouverts au dialogue? Mais le dialogue avec les fédérations agricoles, c'est excessivement difficile parce que ces gens ils sont toujours en train de freiner le progrès. Et donc, malheureusement, ils voient pas le progrès comme quelque chose de positif, mais plutôt comme une menace. Alors, s'ils trouvent que Gaïa est extrémiste, moi, je demande toujours de donner quelques exemples parce que si on veut les objectifs de Gaïa, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture, c'est avoir une interdiction de la castration chirurgicale. Je vois pas en quoi c'est extrémiste de faire interdire ce genre de barbarie, en fait. C'est de couper dans un porcelet à vif, enlever les testicules. Enfin, c'est quand même en 2023, on est quand même en 2023, c'est quand même de la pure cruauté animale. Faire interdire le gavage, c'est quand même quelque chose de moyenâgeux, de nourrir de force un animal jusqu'à ce que son foie ait 10 fois le volume normal. Et avec un oiseau qui n'a pas de diaphragme, ça pousse, ce foie gonflé pousse directement contre les poumons, et donc on voit halter les canards en fin de période de gavage. Alors je me demande en quoi c'est extrémiste ou excessif de demander de pareilles choses. La même chose quand on demande aux gens de manger moins de viande. Je pense que Gaïa n'est pas le seul de demander ça. C'est bien pour la santé, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour les animaux. Et donc, nous aussi, en tant que véganes, on consomme des produits qui proviennent de l'agriculture. Donc, je ne vois pas pourquoi les véganes sont une menace pour l'agriculture. Vous parliez de foie gras. Est-ce que cette année, on va encore retrouver le faux gras de Gaïa? Oui, bien sûr, c'est un produit qui est excessivement bien vu par les gens et aimé par le consommateur. Et on a commencé il y a plus de 10 ans à mettre ce produit sur le marché, même si c'est bizarre qu'une association de protection animale mette un produit sur le marché comme le faux gras. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'alternative. Et donc, quand on a été discuté avec les chaînes de supermarchés, ils ont dit oui, mais bon, pour les œufs, il y a des œufs qui proviennent des poules en plein air, mais ici, pour le foie gras, vous n'avez pas d'alternative. Et donc, on a mis nous-mêmes sur le marché une alternative qui marche très bien parce qu'on est à plus de 550 000 pots vendus, une grande majorité en France. Ça nous fait beaucoup plaisir parce que c'est le pays du foie gras, en fait. Et donc, le consommateur adore le faux gras. Et pour nous, le but, c'est évidemment que pour chaque pot de faux gras vendu, il y a un pot de foie gras en moins qui est vendu. Est-ce que du côté des politiciens, vous êtes écoutés? Oui, je dirais oui et non, pas assez. Je trouve que, par exemple, en Wallonie, la ministre du Bien-être animal, elle a fait déjà des changements dans la législation qui sont très bien. Par exemple, elle a interdit l'importation des chiots qui proviennent des pays de l'Est et tout ça, et qui causent toutes sortes de problèmes, que ce soit santé, comportement et tout ça. Mais, par exemple, le foie gras, elle n'y touche pas. Alors que pour un ministre écolo, on pourrait quand même s'attendre à ce qu'elle s'attaque à ça. Surtout qu'il y a des alternatives. On peut produire du foie gras sans nourrir de force les animaux. Donc, ça s'appelle du foie fin, en fait. Et donc, on ajoute des ingrédients, de la graisse de canard, des épices et tout ça à un foie sain, d'une taille normale. Et donc, on obtient du foie fin qui est aussi apprécié par le consommateur. Et donc, on se demande, tiens, pourquoi est-ce qu'un ministre écolo n'a toujours pas interdit le gavage? C'est un peu une aberration, en fait. Parmi les ministres et politiciens belges du Nord et du Sud, quels sont ceux qui sont le plus d'accord avec vous, en fait? Mais on les trouve dans tous les partis politiques. Il n'y a pas un parti politique spécifique à Bruxelles ou en Flandre ou en Wallonie qui est vraiment axé sur le bien-être animal. Ça dépend un peu de la personne. Maintenant, c'est vrai que auprès du CDMV, il y a très peu de politiciens qui nous soutiennent et qui soutiennent la cause des animaux parce qu'ils sont très proches des agriculteurs. Mais à Bruxelles, par exemple, le ministre du Bien-être animal
provient de DEFI. Et là, DEFI, bien sûr, ils ont déjà fait pas mal de choses. Entre autres, le ministre a maintenant son code bruxellois qui doit encore passer au Parlement, mais où il y a beaucoup de mesures très positives pour les animaux. Malheureusement, il y a une grosse lacune, c'est l'interdiction d'abattre des animaux sans étourdissement, ce qui a été déjà fait en Wallonie par le prédécesseur de Madame Tellier, donc par Monsieur Di Antonio dans le temps, et en Flandre par ministre Weitz. Mais par exemple, on trouve des gens qui sont d'accord sur certains dossiers, mais pas sur d'autres. Mais c'est pas parce que c'est les Verts, par exemple, qui disent toujours que le bien-être animal est dans le DNA, l'ADN de leur parti politique, mais c'est pas toujours d'office comme ça. On trouve aussi des gens qui sont pro-animaux chez les engagés, chez l'EMR, mais évidemment, bien sûr, on pourrait faire mieux, je dirais. Votre association Gaïa donc est née en 1992. Quels sont les accomplissements dont vous êtes vraiment la plus fière ? On est très fiers de l'interdiction des cages pour les poules en Wallonie. La Flandre a suivi maintenant l'exemple de la Wallonie, mais l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, ça c'est quand même une énorme victoire en Wallonie et en Flandre, malheureusement pas encore à Bruxelles. Et par exemple aussi l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Il y a beaucoup de pays membres de l'Union européenne qui sont jaloux sur la Belgique parce que ça c'est quand même une énorme victoire et donc le progrès se fait lentement, mais oui. Ce dont on est fier aussi, c'est que c'est grâce à Gaïa qu'on a 3 ministres du bien-être animal. On peut dire, oui, bon, c'est plutôt symbolique, mais ce n'est pas vrai parce que dans les autres pays, on est jaloux sur la Belgique, en fait, que eux n'ont pas un ministre du bien-être animal. C'est vraiment dans le titre du ministre, tandis que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. On va revenir un peu à la politique. Il y a eu un parti animaliste qui comptait une députée qui s'est fait un peu jeter du parti. Vous pensez qu'un parti animaliste peut faire avancer la cause animale ? Mais en Belgique, c'est difficile parce qu'en fait, on doit avoir les 5% pour être au Parlement. Et donc, c'est très difficile. Nous, on est plutôt partisans avec Gaïa que d'avoir le bien-être animal dans chaque parti, en fait. Pas un parti qui s'occupe que des animaux, mais on aimerait bien retrouver le bien-être animal en haut de l'agenda de chaque parti politique. Vous lancez une campagne pour mettre le bien-être animal dans la Constitution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Mais en fait, c'est quand même incroyable qu'on est en 2023, que les animaux n'ont pas encore leur place dans la Constitution. Parce qu'en fait, même si le Belge ne sait pas vraiment, quand vous demandez à 100 Belges qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution, il va pas pouvoir vous répondre. Mais ce qu'il sait, c'est que ce qu'il y a dans la Constitution, ça compte pour les Belges, c'est important pour notre société. Et donc, vu que les animaux ont une place dans notre société et sont de plus en plus importants, c'est normal qu'ils auront leur place dans la Constitution. Est-ce que, par exemple, dans ce que vous comptez faire comme peut-être proposition de loi, il faudra punir plus sévèrement ceux qui maltraitent les animaux, parce que peut-être qu'aujourd'hui, les peines ne sont pas assez sévères ? Mais je pense que c'est surtout, une fois que les animaux seront dans la Constitution, je pense que ça va être difficile pour un juge de nier et de donner des peines qui sont pas assez sévères, surtout pour des gens qui maltraitent les animaux. Et donc, je pense que c'est important pour le juge de voir que les animaux se retrouvent dans la Constitution. Et donc, c'est vrai que les peines peuvent être plus sévères, mais c'est surtout aux juges aussi, parce qu'il y a la possibilité, par exemple, d'interdire la détention des animaux à des gens qui ont maltraité les animaux, mais c'est très rare que le juge se prononce de cette façon-là. Parmi les actions, vous avez lancé une sorte d'ambulance animalière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né le projet et puis comment ça fonctionne ? Donc en fait, c'est le Animal Disaster Team, le ADT. Donc c'est
pas vraiment une ambulance, c'est plutôt en cas d'incendie, par exemple, ou de catastrophe naturelle. On peut donc aider les pompiers et les services de secours à aider les animaux, parce que en fait, l'idée est venue des inondations il y a 2 ans en Wallonie, et donc là, on a constaté que effectivement, les services de secours avaient trop de travail, enfin c'était un peu le chaos, et c'est normal que leur priorité c'est aider et sauver les vies humaines, mais il y a aussi les animaux, et donc nous ce qu'on veut faire c'est de travailler main dans la main. Si jamais il y a encore une catastrophe, ça peut être une inondation, une explosion, un incendie, c'est de travailler main dans la main avec les services de secours, que eux peuvent s'occuper des humains et nous on peut s'occuper des animaux, et donc on a le matériel pour. Maintenant, on est bien équipé. On a des gens qui ont suivi des cours, même à l'étranger, parce qu'à l'étranger, ça existait déjà, par exemple, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, ça existe déjà. Et donc, les gens, les bénévoles qui ont suivi des cours pour ça. Et donc, on est prêt, si jamais il y a une catastrophe maintenant, pour aider les services de secours. On le sait, dans quelques mois, ce sont les élections. Quels sont en fait les enjeux majeurs qui concernent la protection animale auxquels vous êtes confrontés, et qu'est-ce qu'en fait vous faites? Je ne vous demande pas de livrer les secrets, mais quelles sont un peu les choses que vous demandez aux futurs politiciens que vous espérez voir changer dans les prochaines années? Au niveau de l'Europe, par exemple, ce qu'on voudrait, c'est avoir un commissaire du bien-être animal, parce que c'est pas normal qu'on a un commissaire pour l'agriculture, on a un commissaire presque pour tout, mais on n'a pas un commissaire du bien-être animal. Donc ça, on aimerait vraiment bien, dans la prochaine législature, qu'il y a vraiment un commissaire qui a dans son titre le bien-être animal. Ça ne doit pas être un commissaire qui s'occupe uniquement du bien-être animal, mais au moins que dans le titre, il y a donc le bien-être animal. Donc ça, c'est au niveau européen, c'est une des choses qu'on demande. Au niveau régional, parce que donc le bien-être animal est une compétence régionale, ça dépend de la Flandre, de la Wallonie, parce que, comme je vous disais, on a maintenant, évidemment, avec la régionalisation, on a une Belgique à 3 vitesses. Donc, ça veut dire qu'un chien n'est pas aussi bien protégé dans une région ou une autre, ou différemment, malheureusement. Mais il y a une grande lacune dans les 3 codes du bien-être animal, que ce soit en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles. Et c'est donc les animaux de laboratoire, apparemment, ils ont été oubliés dans les codes du bien-être animal. Et donc ça, on aimerait quand même que ce soit, qu'il y a des initiatives qui soient prises dans la prochaine législature. En fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y a clairement des buts qui soient fixés. Par exemple, qu'on se dit, chaque année, on veut 10%, une baisse de 10% des animaux utilisés pour les tests en laboratoire, parce qu'on se donne des buts pour tout presque, donc pour la pollution, pour les déchets, pour tout. En Wallonie, même pour planter des haies, il y a des chiffres qui sont avancés, mais pour la diminution des tests sur les animaux, tout le monde se dit « les statistiques sont sorties ». Ils ont augmenté. Oui, tant pis. C'est que les scientifiques ont eu besoin de plus d'animaux. L'année d'après, ils ont diminué. Très bien, tout le monde est content. Mais il n'y a aucune stratégie, en fait, derrière. Il n'y a aucune vision derrière vers où est-ce qu'on va, dans quel domaine est-ce qu'on peut vraiment diminuer le nombre d'animaux. Et ça, c'est une stratégie qu'on aimerait bien voir dans les 3 régions, d'ailleurs. On a parlé de votre combat politique, mais il y a un autre combat qui est intéressant et même primordial aussi, c'est la sensibilisation du public. Comment vous faites pour sensibiliser le public à la cause animale? En fait, déjà pour commencer avec les enfants, parce que les enfants sont l'avenir pour les animaux. Les enfants sont les futurs politiciens, les futurs juges, les futurs avocats, les futurs consommateurs aussi. Et donc, on attache beaucoup d'importance à l'information qu'on passe dans les écoles. Et donc, on a 2 personnes plein temps qui vont dans les écoles pour donner des conférences, que ce soit sur comment traiter les animaux domestiques, de bien réfléchir avant de se procurer
de préférence adopter un chien ou un chat, mais aussi, oui, comment choisir les bons œufs, par exemple, au supermarché. Et donc ça, c'est quelque chose où on attache beaucoup d'importance parce que les gens, monsieur et madame tout le monde, ils ne voient que les campagnes médiatiques de Gaïa, mais évidemment, derrière tout ça, il y a encore beaucoup de travail qu'on fait au niveau du consommateur et d'informer le citoyen. Vous utilisez aussi des stars comme Jean-Claude Van Damme, par exemple. Comment est-ce que vous avez eu un contact avec lui et comment est-ce qu'il a accepté de participer à vos campagnes? Mais en fait, parce que Jean-Claude, il a un grand cœur pour les animaux et donc on l'a rencontré quand il était venu en Belgique et on est devenus amis en fait. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et on se téléphone et nous on le tient au courant de nos campagnes et de temps en temps, quand il a le temps, il fait des choses pour nous. Il a encore fait un appel avec une vidéo pour les parlementaires bruxellois pour interdire l'abattage sans étourdissement. Et donc Jean-Claude est vraiment sincèrement un grand ami des animaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vision de Gaïa en ce qui concerne la relation entre l'homme et l'animal et comment est-ce que cette vision, dans le fond, guide vos actions? Oui, en fait, il y a nos adversaires, ils aiment bien faire la caricature. Donc, Gaïa veut donner les droits de vote aux cochons. Évidemment, c'est ridicule. Mais ce que nous, on veut, c'est une société donne la même considération aux besoins d'un cochon, d'un chien ou d'un chat, mais les besoins qu'un humain, mais les besoins sont différents. Évidemment, un cochon a d'autres besoins que nous, mais qu'au moins on laisse vivre ce cochon sa vie dont il a le droit et aussi qu'on lui enlève pas sa vie pour des raisons de se nourrir, par exemple, parce que évidemment tout le monde a le droit de vivre. Par exemple, il n'y a aucune raison pour ne pas manger un chien et manger un cochon, parce que ce sont deux êtres sensibles, intelligents, qui ont leurs besoins, qui peuvent faire des relations avec d'autres cochons, et donc priver un cochon, par exemple, d'aller à l'extérieur, parce que beaucoup de porcs ne voient jamais la lumière du jour. Pour nous, ça ne va pas. Et donc, notre monde idéal, évidemment, c'est un monde où des animaux ne souffrent pas, mais ne sont pas tués non plus pour des besoins qui ne sont pas vitales pour les humains, parce qu'on sait très bien se nourrir sans tuer des animaux. Pour arriver à cette vision, il y a un point important, ce sont ceux qui nous écoutent. Alors, comment le public belge peut aider un peu Gaïa? Il y a des possibilités de faire du bénévolat. Comment est-ce qu'ils peuvent aider au point de vue local ou national? Oui, on cherche toujours des nouveaux bénévoles et donc on peut devenir bénévole chez Gaïa. Ça veut dire participer à des actions, des campagnes, mais aussi écrire des lettres, par exemple, aux chaînes de supermarchés, aux politiciens. Donc on peut faire ça de chez soi, comme on peut faire ça sur le terrain, faire des stands, organiser des événements avec nous. Donc il y a plein de possibilités, mais pour des gens qui n'ont pas le temps de devenir bénévoles, ils peuvent aussi devenir membres. Donc sur notre site gaia.be, c'est très facile de devenir membre, que ce soit une fois par an qu'on paye une cotisation ou mensuellement avec une domiciliation. Donc oui, il y a plein de façons d'aider Gaïa ou de reprendre Gaïa dans son testament, par exemple. Heureusement, il y a de plus en plus de gens qui font ça parce qu'avec Gaïa ne reçoit aucun eurocent de subsides. Donc les subsides, c'est 0. Et donc tout ce qu'on fait, on le fait grâce à la générosité des gens. Et heureusement qu'il y a aussi des gens qui nous lèguent, qui nous reprennent dans leur testament, parce que sinon on pourrait pas faire tout ce qu'on fait uniquement avec les cotisations. On pourrait pas faire tout ce qu'on fait maintenant. Si on veut savoir où sont les stands, parce que les stands c'est aussi un moyen de rencontrer des bénévoles, de discuter et d'avoir du matériel d'information. Si on a envie de savoir où se tiennent ces stands, on va sur votre site ou bien sur la page Facebook?
Oui, les deux, en fait, on les annonce en général sur la page Facebook, mais on a aussi une rubrique agenda sur notre page gaia.be. Mais par exemple, pour l'été, il va y avoir notre food truck. Hein, donc, on a un food truck qui fait goûter des recettes délicieuses de végétales, en fait, hein, du chili sin carne, du vol au vent. Hein, et donc, on va aller à la rencontre des gens pour leur faire goûter et faire connaître la cuisine végétale, que c'est délicieux, très facile à faire et qu'il y a plein d'alternatives. Et donc, on veut leur montrer que c'est possible, en fait, ne fût-ce qu'une ou deux fois par semaine, hein, de ne pas manger de viande, parce que, en fait, c'est vrai que le Belge mange trop de viande. Donc, vous pensez que pour améliorer la qualité de vie des animaux qui nous entourent, hein, que ce soit des chiens, des cochons, des vaches, des poulets, on doit changer aussi sa façon de vivre, voire peut-être sa façon de manger? Oui, absolument, parce que avec 12 millions de Belges, si tous les 12 millions de Belges mangent tous les jours de la viande, on a des situations comme dans laquelle on se retrouve maintenant, c'est-à-dire l'élevage intensif, parce qu'on dit toujours, oui, mais en Wallonie, c'est extensif. Oui, mais la Wallonie importe aussi de la viande de la Flandre et d'autres pays. Donc, vous n'êtes pas autosuffisant, en fait, en viande. Et de toute façon, il n'y a pas assez de place. En Belgique, on est tellement un petit pays. Si on veut donner un parcours libre à tous les... il y a 300 millions de poulets qui sont abattus en Belgique uniquement par an. 300 millions. Si on veut donner un parcours libre à tous ces poulets, ben, il n'y a pas assez de place. Et donc, forcément, si on veut pas devenir vegan à 100%, on doit diminuer sa consommation de viande. Si on se préoccupe du bien-être animal, si maintenant on dit, oui, bon, moi je m'en fous que ces animaux ne voient jamais la lumière du jour et qu'ils sont gardés sur la grandeur d'une page A4, parce que c'est ça la réalité de l'élevage intensif. Et ces élevages intensifs se retrouvent aussi en Wallonie. Mais si on dit, OK, on veut continuer à manger de la viande, mais que les animaux ont une meilleure vie, de toute façon, on doit diminuer sa consommation de viande parce qu'il n'y a jamais assez de place pour donner, ne fût-ce que plus de place à ces 300 millions de poulets. Et donc, forcément, on doit diminuer sa consommation de viande. Vous avez édité une petite brochure, hein, que j'ai sous les yeux. Comment est-ce qu'on peut, donc une brochure dans laquelle on indique un peu comment est-ce qu'on peut faire pour changer d'alimentation et aussi avec pas mal de recettes. Je vais en essayer quelques-unes. Comment est-ce qu'on peut se procurer cette brochure? Mais en fait, les gens peuvent écrire un mail à info@gaia.be ou nous téléphoner. Ou cette brochure se retrouve sur notre site et donc les gens peuvent la télécharger sur le site gaia.be. Alors, j'ai une dernière question. On a parlé du faux gras. Est-ce qu'on pourrait un jour envisager que vous pourriez créer un label, comme l'a fait Nature et Progrès, comme ça se passe en Angleterre avec des produits qui sont agréés par The Vegetarian Society ou The Vegan Society? On pourrait envisager que vous feriez un label, que quand les gens achèteraient un produit, que ce soit de la nourriture ou des produits cosmétiques, il y aurait Gaia dessus et on sait, ah voilà, en achetant ce produit-là, je ne fais pas souffrir les animaux. Oui, nous on se fie surtout au label vegan parce que ça c'est contrôlé et tout ça. Je pense que c'est un risque de mettre son nom sur un produit parce que si un jour il se passe quelque chose, il y a un scandale. Nous, on est dans le bain, quoi. Et donc, je pense que la responsabilité du produit est d'exclure la cruauté en faisant des produits. On doit la mettre chez le producteur parce que si on met notre nom dessus, nous, on est responsable aussi et on doit faire des audits et tout ça. Et donc, ça prend du temps. Nous, on préfère avoir les mains libres pour mener nos campagnes plutôt que d'aller contrôler pour voir si c'est vraiment bien fait. Je pense qu'il y a des instances qui font ça très bien, contrôler le label vegan et les critères. Et donc, nous, on se fie au label vegan. Une dernière question, on va bientôt arriver à Noël. On sait que beaucoup vont manger de la dinde. Est-ce qu'il y a des bonnes alternatives à la dinde? Est-ce qu'on peut faire un Noël vegan, par exemple? Oui, absolument. On peut faire un Noël vegan sans cruauté. C'est d'ailleurs l'esprit de Noël, je pense. C'est de ne pas faire souffrir et de ne pas causer de la souffrance à d'autres personnes et animaux. Et donc, nous, on fait un appel pour que les gens n'oublient pas les animaux
et aussi les animaux qui sont sur l'assiette et dans l'assiette. Et donc, oui, absolument, on peut faire un Noël vegan. Ça y est, c'est fini. Merci Anne de Greve d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes donc la cofondatrice de l'association de défense des animaux Gaïa. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas bien sûr à jeter un œil sur leur site gaia.be. Bien, avant que vous, les auditeurs, ne me quittiez pour aller faire d'autres choses, peut-être une tasse de café, n'oubliez pas de liker, de partager ou de commenter ce podcast. Vous pouvez aussi vous y abonner, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la publication d'un prochain podcast. D'avance, merci. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à la prochaine fois.